Bienvenue dans ce nouveau journal. Voyons ensemble tout de suite le sommaire. Après sa sortie de l'Union européenne, le Royaume-Uni s'emploie à raffermir ses liens avec le continent africain. Première étape le 20 janvier dernier avec le sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. 20 pays africains invités, dont la Côte d'Ivoire. Alors quelles seront les retombées de la coopération Abidjan-Londres? Le point en tout début de ce journal. En Côte d'Ivoire, des avancées dans le programme Agir pour les jeunes. 646 jeunes ont reçu leur chèque récemment dans la commune de Marcory. Ces enveloppes de 100 000 francs à 1 million de francs CFA vont permettre de financer leurs activités génératrices de revenus. Enfin, coronavirus en Chine, les autorités ouvrent une enquête après la mort du médecin lanceur d'alerte. Bonjour à tous. Pour commencer, ce communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce vendredi 7 février 2020 pour Addis Abeba en Éthiopie, où il va prendre part au 33e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine les 9 et 10 février 2020. Ce sommet, placé sous le thème « Faire taire les armes, créer des conditions propices au développement de l'Afrique », sera consacré à l'examen des questions liées à la paix et à la sécurité sur le continent africain, à la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de l'Union africaine et à la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Cette 33e session ordinaire sera également marquée par l'élection du nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et la présentation du deuxième rapport sur le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine par le président Alassane Ouattara en sa qualité de champion du suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063. En marge du sommet, le chef de l'État prendra part à l'invitation du président de la République de Guinée équatoriale, son Excellence M. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, à la cérémonie d'inauguration du siège du Comité des services de renseignement et de sécurité en Afrique, CISA. Il aura également des entretiens avec ses homologues et plusieurs personnalités. Le président de la République se rendra ensuite à Paris en France où il va participer le vendredi 14 février 2020 à la cérémonie d'inauguration de la bibliothèque Félix Houphouët-Boigny à l'Académie des sciences d'Outre-mer, fait à Abidjan le vendredi 7 février 2020. Le Royaume-Uni, enfin sorti de l'Union européenne. Pour son Premier ministre Boris Johnson, cet acte politique majeur devrait marquer une nouvelle ère dans les relations entre Londres et les pays africains. Boris Johnson a ainsi invité en janvier dernier 20 dirigeants africains dans le cadre des travaux du sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. Objectif, nouer des partenariats bénéfiques aux différents partis. La Côte d'Ivoire, pour sa part, compte capitaliser sur cette nouvelle dynamique. Le point tout de suite avec Abiba Dambélé-Saoui. Des relations commerciales plus bénéfiques, plus équitables avec l'Afrique, c'est ce qui ressort du sommet Royaume-Uni-Afrique qui s'est tenu le 20 janvier à Londres, au Royaume-Uni. 20 pays africains qui se distinguent par leur vitalité économique et politique se sont retrouvés à l'invitation du Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, pour nouer des partenariats solides et profitables à tous. Le Royaume-Uni sera désormais un partenaire de premier plan de l'Afrique. L'occasion de présenter les opportunités qu'offre ce pays dans divers domaines, notamment dans le secteur des finances, de l'éducation, de la formation, des technologies de l'information et de la sécurité. Un continent avec lequel le Premier ministre britannique entend bâtir un partenariat gagnant-gagnant. La Côte d'Ivoire, de ce fait, se retrouve en pole position des pays phares de la sous-région, elle qui représente 40% de l'économie de l'UEMOA. Première productrice de cacao, avec 60% de l'offre mondiale, première productrice et première exportatrice de noix de cachou et première productrice africaine de caoutchouc naturel, ne pouvait qu'être parmi les invités spéciaux de ce forum.
Nous souhaitons bâtir un nouvel avenir en tant que nation qui peut faire du libre-échange. C'est bien ce que nous allons faire à partir du 31 janvier. Mais j'aimerais intensifier et étendre ce commerce dans des façons qui vont nous permettre d'aller bien au-delà que juste vous vendre et vous nous vendez. Nous allons aller au-delà. Le président Alassane Ouattara a été reçu par le Premier ministre Boris Johnson, qui n'a pas caché son intérêt pour la Côte d'Ivoire, pays stable, avec un taux de croissance se situant entre 7 et 9 % depuis 2011. Il s'est dit intéressé à accroître les investissements du Royaume-Uni, déjà présents dans le secteur de l'énergie, et prêt à prospecter d'autres pistes de coopération telles que la transformation du cacao. Ils ont échangé aussi sur les modalités et les secteurs de collaboration entre les deux pays et évoqué la possibilité d'accélérer la signature d'un accord bilatéral entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni. De nouveaux partenariats, des accords de bonne perspective pour la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien très sollicité. Le président de la République a reçu le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Royaume-Uni en présence du ministre ivoirien des Affaires étrangères. Les questions du retour définitif à Abidjan du service de visa, de l'assouplissement des conditions de délivrance des visas ont été évoquées, de même que le projet d'une liaison directe Abidjan-Londres en présence de l'ambassadeur du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, soucieux du respect de l'environnement, le Royaume-Uni veut accompagner la Côte d'Ivoire dans ses défis en matière notamment d'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique en faisant la promotion des énergies renouvelables. Et c'est la ville écossaise de Glasgow qui va abriter la COP26. L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair s'engage, lui, pour de nouveaux projets en Côte d'Ivoire à travers sa fondation. Le président Alassane Ouattara a pris la parole à toutes les tribunes importantes du Royaume-Uni, à Chatham House et à la Royal African Society, où il a fait entendre la voix de la Côte d'Ivoire et rassurer les investisseurs sur la crédibilité de la destination Côte d'Ivoire. Mon pays a renoué avec la croissance, la stabilité, la sécurité et le taux de croissance moyen depuis 2012 a été en moyenne de 8% par an. 8% par an, ce qui est bien sûr extraordinaire. Et nous faisons partie des 10 pays les plus forte croissance dans le monde. Et nous en sommes très fiers, et ce qui fait que c'est l'une des économies les plus dynamiques. En 9 ans, nous avons doublé le PIB de la Côte d'Ivoire, ce qui est quand même exceptionnel. Il n'y a que la Corée et la Chine qui ont eu des performances aussi fortes au cours des dernières décennies. Ces résultats d'abord dus au travail des Ivoiriens. Les Ivoiriens se sont remis au travail après la crise post-électorale. Le président Oufouette disait « découragement n'est pas ivoirien » et la crise n'a pas découragé les Ivoiriens. Les Ivoiriens se sont mis au travail et bien évidemment le gouvernement a fait d'importantes réformes institutionnelles et sectorielles avec en ligne de mire la sécurité, la paix, l'état de droit, la démocratie, aussi la mise en place d'institutions et l'assainissement du climat des affaires pour une meilleure attractivité de l'économie et l'exécution de 2 plans nationaux de développement, 2012-2015 et 2016-2020. Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, a eu une séance de travail avec Madame Jennifer Thompson, responsable en charge de l'immigration et de l'esclavage moderne au ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth. Les échanges ont porté essentiellement sur les actions de la première dame en matière de lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, également à la tâche avec des discussions autour de plusieurs projets, notamment avec Actis, un fonds d'investissement ayant levé depuis 2004 plus de 15 milliards de dollars US, dont 3 milliards investis en Afrique, dans plus d'une soixantaine de projets, également avec de nombreuses personnalités et chefs d'entreprise qui ont décidé de s'impliquer en Côte d'Ivoire et qui croient en son potentiel. Projets touchant les secteurs de l'énergie, de l'immobilier et des infrastructures. Le groupe Clark Energy, déjà conquis par la destination Côte d'Ivoire, intervient depuis la vente initiale, l'ingénierie, la gestion de projets, l'installation jusqu'à la mise en service et la maintenance à long terme des centrales électriques à moteur. Clark Energy possède des opérations multinationales dans 25 pays, dont 14 en Afrique, y compris la Côte d'Ivoire.
Globelec, qui détient 73% des actions de Azito Énergie, société de droit ivoirien. L'État ivoirien a confié à cette société, par une signature, la réalisation de la phase 4 pour la construction d'une centrale thermique à cycle combiné de 253 MW. Les dirigeants de El Dewedi Electric et Agrico ont été également reçus. Avec Agrico, l'État de Côte d'Ivoire a signé une convention pour l'exploitation d'une centrale thermique de 70 MW qui a fait l'objet de 3 avenants qui ont porté sa capacité de 70 à 200 MW et prorogé la durée de la convention Agrico au 31 décembre 2020. Pour la réalisation de tous ces projets, des besoins en financement, le président Alassane Ouattara a eu une grande séance de travail avec David Malpass, président de la Banque mondiale, accompagné d'une forte délégation de bailleurs de fonds au centre des entretiens de nouveaux projets, notamment en matière de digitalisation. Également avec Souma Chakrabarti, le président de la Banque européenne pour la construction et le développement, qui projette d'ouvrir un bureau en Côte d'Ivoire eu égard aux performances économiques de notre pays. Le ministre chargé des petites et moyennes entreprises a reçu plusieurs personnalités du monde des affaires pour faire la promotion de la Côte d'Ivoire. Il les a informés sur l'environnement des affaires favorable aux investissements. Le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, présent à tous ces grands rendez-vous, a reçu pour sa part une délégation de la banque HSBC, qu'accompagnait le directeur général de Garant Co et de Private Investiture Development PIDG. Ils se sont dit très intéressés à investir en Côte d'Ivoire en contribuant au financement des projets de développement engagés par le gouvernement ivoirien. Une délégation de ces institutions financières est attendue dans les prochains jours à Abidjan. NMS Infrastructure, dirigé par Roger Macmillan, s'engage à finaliser le bouclage du financement du projet de construction de 6 hôpitaux par son entreprise pour un montant de 180,4 milliards de francs CFA. La cerise sur le gâteau, les hauts responsables de United Kingdom Export Finance, UKEF, ont échangé avec le ministre de l'Économie et des Finances. Son directeur régional, Stephen Gray, a marqué son accord pour participer au financement de projets structurants du gouvernement pour plus de 360 milliards de nos francs. Ces projets concerneront notamment le secteur de la santé, de l'éducation, la construction et l'urbanisme. Pour rappel, EKEF est une structure britannique chargée du financement des exportations des entreprises britanniques en Côte d'Ivoire. À travers l'engagement pris par United Kingdom Export Finance, les entreprises du Royaume-Uni devraient accroître leur intervention en Côte d'Ivoire, un pays fiable et solide. Le sommet Royaume-Uni-Afrique, le premier du genre, intervient dans le contexte du Brexit. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne vient rebattre les cartes pour un partenariat gagnant-gagnant entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni pour une prospérité partagée. Un royaume qui veut booster sa coopération économique et proposer de nouvelles opportunités pour le continent. Autre actualité, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire a 50 ans. Les festivités ont été officiellement lancées hier dans la commune de Cocody par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a assuré les dirigeants de la LONASI du soutien de l'État ivoirien dans la réalisation de leurs activités. Activités par ailleurs fructueuses, car en 2019, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire a réalisé un chiffre d'affaires de 205 milliards de francs CFA contre 92 milliards en 2018. Francis Boifo. Coupure de ruban par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il lance officiellement les festivités marquant le cinquantenaire de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, LONASI. L'entreprise a su prendre toute sa place dans l'univers des jeux en Afrique et se classe au 3e rang des entreprises publiques les plus performantes en Côte d'Ivoire. La LONASI a dépassé en 2015 la barre des 50 milliards. 50 milliards en 2015, aujourd'hui en 2019, la LONASI termine l'année avec 205 milliards de francs CFA. Mais ça, c'est vraiment le chiffre d'affaires. Près de 3 milliards de francs CFA affectés ces 3 dernières années aux œuvres sociales, dont 1,5 milliard de francs CFA en 2019 pour la lutte contre la pauvreté. C'est ainsi que la LONASI a construit à travers le pays des écoles, des centres de santé, a apporté des vivres et des non-vivres en différentes situations. Sur la période 2015-2019, ce sont plus de 300 milliards de francs CFA qui ont été distribués aux gagnants. Le cinquantenaire qui est célébré
lui offre l'occasion d'apprécier le chemin parcouru et de jeter les bases des actions futures visant à améliorer de manière significative ses performances. La LONASI est appelée à faire face à quelques défis qui se résument essentiellement en la consolidation de ses acquis et au renforcement de sa contribution au financement de l'économie. Si la LONASI se porte bien aujourd'hui, c'est parce qu'elle a su s'adapter à l'évolution du temps en se modernisant année après année. Je rappelle qu'au début des années 90, la réforme d'envergure initiée par le Premier ministre d'alors, son Excellence Michel Alassane Ouattara, a permis à la LONASI de passer du statut d'EPN à celui de société d'économie mixte avec l'ouverture du capital social, notamment au personnel. En vue de consolider les acquis et relever de nouveaux défis, conformément à la réglementation du secteur des jeux, des réformes sont annoncées. Au niveau sécuritaire, la nouvelle réglementation permettra une meilleure maîtrise et un contrôle plus accru du secteur des jeux qui peut offrir un terreau favorable à la fraude, au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. S'agissant du volet économique, la loi permettra de prendre en compte l'impact sur le secteur du développement phénoménal des TIC et des nouvelles formes de jeux. Le nouveau texte permettra une meilleure fiscalisation du secteur des jeux, la lutte contre la concurrence déloyale et la fuite des capitaux. Enfin, pour ce qui est des enjeux sociaux, le gouvernement va œuvrer davantage, à travers cette loi, à la promotion du jeu responsable et sain, avec une plus grande protection des mineurs. Avant la signature du livre d'or, le Premier ministre a été honoré pour le soutien du gouvernement à la LONASI, dont l'objectif de vente pour cette année est fixé à plus de 258 milliards de francs CFA. Toujours en Côte d'Ivoire, la signature du document final sur le code électoral reporté à une date ultérieure. Il devait être paraphé hier à la primature. Cet ajournement, faut-il le préciser, est consécutif à une demande de plusieurs partis et groupements politiques. Les explications de Alexis Ouedraogo. Ce jeudi à la primature, les partis et groupements de partis politiques présents pour la signature du protocole d'accord sanctionnant le dialogue politique sur le code électoral s'indignent de l'absence de certains d'entre eux, ayant pourtant bien pris part à l'ensemble des travaux. Un certain nombre d'entités politiques, notamment PDS, l'URD et le CDRP, nous ont donc saisis par courrier ce matin pour nous exprimer leur souhait effectif de prendre part à la cérémonie de signature. Ils ont relevé cependant que les documents qui devaient leur être mis à disposition, n'ayant pu, n'est-ce pas, les faire examiner au sein de leur formation avant signature, ils souhaitaient que la rencontre de signature puisse être reportée pour leur permettre de s'entendre sur, n'est-ce pas, la signature de ce document, d'abord le parcourir avant de procéder à la signature. Une démarche que dénoncent les partis et groupements de partis politiques présents. Ça, c'est un manque de sérieux de la part de nos frères des autres partis politiques. Mais puisque nous devons aller à la paix, nous allons attendre. Mais on ne peut pas attendre indéfiniment. Vous savez que les élections sont pour bientôt en octobre. Il faut penser à l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Quelles que soient les situations, au nom de la Côte d'Ivoire, on peut faire des concessions. Et je dis, dites au Premier ministre que moi je salue sa grandeur. Présidant la rencontre, au nom du chef du gouvernement, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a insisté sur la nécessité aujourd'hui de privilégier l'intérêt supérieur de la nation.
Direction La Haye aux Pays-Bas. Après plusieurs heures de débat et de huis clos, la première journée d'audience hier s'est achevée avec une décision du juge président. Les avocats des différentes parties ont jusqu'à 16h ce vendredi 7 février 2020 pour déposer leurs écrits. C'est un tournant décisif du procès qui oppose la procureure générale Fatou Bensouda à l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et à son ex-ministre Charles Blé Goudé. L'enjeu, on le sait, est la levée ou non des restrictions liées à la libération des accusés. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire aura lieu en octobre prochain et à quelques mois de ce scrutin, le Front populaire ivoirien tente de se souder. La preuve, son président Pascal Affi-N'Guessan a rencontré le 3 janvier dernier à Bruxelles. En Belgique, le fondateur du parti, également ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Leurs échanges se sont déroulés en présence du secrétaire général du FPI, Assoua Adou. Les précisions de Éric Goré. Samedi 3 janvier à Bruxelles, Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, rencontre Laurent Gbagbo. Aucune image n'a filtré de cette rencontre. Encore moins les préparatifs qui l'ont rendu possible. 2 semaines après, un communiqué de Assoua Adou est rendu public. En effet, à la demande de Affi-N'Guessan, Laurent Gbagbo l'a reçu le 3 janvier 2020 en présence de Assoua Adou. Après les formalités d'usage, Assoua Adou et Affi-N'Guessan, accompagnés de Brigitte Kio, ont eu des échanges sur la crise survenue depuis 2014 au sein du Front populaire ivoirien et la nécessité d'y mettre fin. Mettre un terme à la crise qui secoue le FPI depuis 2014. 6 ans après la fracture, les différents protagonistes sont-ils sur le chemin de la réconciliation? On ne reste pas éternellement dans les palabres. Il y a toujours un temps pour la réconciliation. Et quand il y a des palabres, il faut déjà avoir l'esprit à quel moment la réconciliation va se faire. Il n'est pas loin le temps où Simone Gbagbo, Affi-N'Guessan, Oula Hubert, Assoua Adou se retrouveront sur le même podium, en train de faire le même meeting. La rencontre Affi-Gbagbo est intervenue après plusieurs tentatives soldées par de nombreux échecs. Il y a eu beaucoup d'initiatives. La première initiative, c'est un comité qui a été mis en place pour discuter, voir comment les deux parties pourraient s'entendre. Et ça, c'est depuis 2014, ça n'a pas pu prendre. Après, il y a eu l'International socialiste africain dirigé par notre camarade qui est au Bénin, qui est venu et qui a voulu faire la médiation. Ça n'a pas marché. Il y a les chefs traditionnels Bété et Atié qui ont aussi pris une initiative qui n'a pas marché. Le plus éclatant de ces rendez-vous manqués est celui du 22 mars 2019 où Laurent Gbagbo a refusé de recevoir Affi-N'Guessan qui s'était envolé pour Bruxelles. Pour cette fois, les deux personnalités du Front populaire ivoirien ont fait bouger les lignes d'un consensus au regard de ce communiqué. Concernant l'élection présidentielle de 2020, Affi-N'Guessan a demandé à être le colistier de Laurent Gbagbo si celui-ci est désigné candidat du Front populaire ivoirien. Le mur est tombé. Et quand le mur tombe, c'est la réconciliation qui est en marche. Donc la réconciliation au sein de la grande famille du Front populaire ivoirien, je peux dire qu'elle est une réalité, parce que le plus dur a été fait. Selon certains observateurs de la vie politique ivoirienne, la réconciliation au sein du FPI n'est pas pour maintenant. J'ai peur que ce soit peut-être une farce, parce que de ces deux tendances, on sent que chaque camp veut la tête du FPI. Je crois qu'ils ne seront que d'accord sur leur désaccord. Cet avis n'est pas partagé par la société civile et certains membres de la classe politique. Pour eux, la réconciliation interne du FPI est à encourager. Aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Nous sommes fils du même pays, nous sommes tous les enfants de Dieu et ce pays a besoin de nous, de toutes les franges de cette nation, de tous les enfants du FPI, du PDCI, du RHDP, de tout le monde pour reconstruire cette nation. Si aujourd'hui le FPI décide de se retrouver, de s'unir, nous au PDCI, nous ne pourrons que saluer cela. Cela permet à la classe politique de s'équilibrer. Si ces réconciliations se mettent en place au niveau des partis politiques, ça sera le bonheur pour nous les jeunes. Parce que sans paix, il n'y a pas d'avenir. Pour l'heure, si l'on s'en tient au communiqué qui sanctionne cette rencontre, il y a des discussions en cours. Et je cite, «
Vu les conditions posées par Afin-Guessan, Laurent Gbagbo a instruit Assoadou de mettre en place un groupe de travail à l'effet de poursuivre les discussions à Abidjan avec Afin-Guessan. Fin de citation. Des images à présent, des millions de petites filles et femmes excisées chaque année à travers le monde. La journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines est célébrée. En Côte d'Ivoire, plusieurs actions pour lutter contre les mutilations génitales féminines. Commune de Marcory, 646 jeunes ont reçu leur chèque le 4 février dernier dans le cadre du programme Agir pour les jeunes. Ces enveloppes vont permettre de financer leurs activités génératrices de revenus. Le point dans ce reportage de Franck Quadio. Dans son salon de coiffure, commune de Marcory, une journée de travail ordinaire pour Aïcha. Mais la jeune dame est préoccupée. Elle aimerait bien accroître son activité. Mon besoin, c'est de trouver un grand local pour m'installer. C'est que ça. Bon, autour de 1 million pour agrandir le coin. Si je veux me changer de local. Bénéficier d'un fonds, un prêt remboursable par exemple, ces jeunes ont pu l'obtenir. Ils sont 656 à recevoir leur chèque après s'être inscrits sur la plateforme Emploi Jeunes et avoir bénéficié d'une formation. Nous sommes à la 7e étape de la remise des chèques du programme Agir pour les jeunes. Notre maman dans les communes sont beaucoup fatiguées. Elles se lèvent le matin, tôt le matin, aller chercher la banane. J'ai exploité comment exporter de la banane juste dans les quartiers pour pouvoir les aider. Et c'est comme ça que je suis allée vers l'emploi jeune. J'ai sollicité l'emploi jeune qui m'a octroyé la somme de 500 000 francs. Des bénéficiaires heureux donc, plus de 174 millions de francs CFA mobilisés pour cette étape à raison de prêts allant de 100 000 à 1 million de francs CFA. Pour cette première phase, tous les jeunes que vous voyez ont été présélectionnés au mois d'octobre et de novembre et de décembre. Donc ça c'est la première phase qui s'adressait à 19 500 jeunes pour un coût total de 11 milliards de francs CFA. À partir du mois de juin, ce sont 112 000 jeunes qui vont bénéficier donc du programme. Et à ce titre, Marcory, ça sera 1408 jeunes pour un montant total de 633 600 000 francs CFA. Une façon de donner la chance au plus grand nombre d'accéder à ces fonds disponibles pour tous. L'égalité de chance est le credo du président et du Premier ministre. Vous tous qui êtes là aujourd'hui, personne n'a été choisi parce qu'il appartenait à un parti politique. Personne, on a demandé à personne de quelle région de Côte d'Ivoire il était avant de lui mettre son financement en place. C'est ça un État. Et c'est ce que le président et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly veulent. Le président de la cérémonie, François Albert Amichia, exhorte alors parents et jeunes à s'approprier l'instrument. On a rendu l'école obligatoire. On a mis en place un système d'apprentissage. Aujourd'hui, on permet à des jeunes qui, au sortir de leur cursus scolaire, n'ont pas les moyens de créer leur entreprise. Car la fonction publique fait ce qu'elle peut, mais aujourd'hui, ce dont on a le plus besoin, c'est d'un peuple d'entrepreneurs, un peuple de managers. Et vous, les jeunes Ivoiriens, vous avez ces capacités. Créer la richesse en passant par l'emploi pour tous, surtout pour les plus jeunes, un des pans importants du PS Gouv, 131 000 jeunes sont concernés par cette opération d'ici à fin 2020. Le chapitre santé en images avec le début le 3 février dernier de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière en Côte d'Ivoire. Premier concerné par la vaccination, le personnel de santé. Plus de 10 000 doses de vaccins seront administrées pendant cette campagne qui va également toucher 8 régions et 33 districts sanitaires jusqu'au 28 février prochain. De son côté, le coronavirus continue de courir en Chine. Environ 640 morts et plus de 31 000 personnes contaminées par l'épidémie. À noter que le docteur Li Wenliang, l'un des médecins chinois qui avait lancé l'alerte en décembre dernier et qui a lui-même été infecté par le coronavirus, est décédé hier. Les autorités chinoises ont ouvert une enquête sur les circonstances de son décès. Voilà, merci de nous avoir suivis. Moi, je vous retrouve demain, samedi, avec beaucoup de plaisir.